Alors, je pense qu'on peut commencer peut-être par une actualité très, très immédiate. C'est le Conseil européen de mardi dernier, un Conseil européen qui a conclu le 31 mai un certain nombre de principes qui rappellent des positions qui ont déjà été affirmées à plusieurs reprises. Mais je pense qu'en partant des conclusions du Conseil du 31 mai, en fait, on peut comprendre le cadre dans lequel peut s'installer le rapport dialectique qui va exister entre le droit international, le droit européen et les questions d'armement. Quelques extraits, vous pourrez les retrouver assez facilement. Le paragraphe 1er et le paragraphe 14 de la déclaration finale du Conseil du 31 mai. Alors, très classiquement, le Conseil commence par condamner résolument la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et demande à la Russie de cesser immédiatement ses attaques sans discrimination. Donc, dès le début, on installe le contexte dans lequel l'Union européenne reconnaît un certain nombre de violations du droit international et c'est rappelé immédiatement. Et c'est rappelé de manière assez forte. Dans le paragraphe 1er, le Conseil nous dit « Les atrocités qui continuent d'être commises par les forces russes, ainsi que les souffrances et les destructions infligées dépassent l'entendement. » Donc, on est dans une gradation de ce qui se passe et l'Union prend acte de cette gradation et essaye d'installer une riposte qu'elle a envisagée d'abord comme graduelle et puis qui, aujourd'hui, a permis d'associer tout un ensemble de trames de sanctions sur lesquelles on reviendra. Et puis, la question de l'armement, elle arrive, paragraphe 14. Je vous le cite, « L'Union européenne reste également déterminée à continuer de renforcer la capacité de l'Ukraine à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. » Donc, renforcer la capacité, ça veut dire soutenir très concrètement par la livraison d'armes. Et le Conseil nous dit qu'il accueille avec satisfaction l'adoption de la décision récente du Conseil, de l'Union européenne, cette fois-ci pas le Conseil européen, d'accroître le soutien militaire à l'Ukraine dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Donc là, c'est le montage budgétaire qui va être utilisé pour pouvoir soutenir les exportations d'armement des États membres vers l'Ukraine. Ce qu'on voit dans ce contexte-là, c'est que les armes ne sont pas encore prêtes à être complètement muettes dans le conflit, c'est même le contraire, et on est toujours dans cette phase d'augmentation des capacités d'intervention de l'Ukraine en réponse, en riposte, à la guerre d'agression qui a été engagée par la Fédération de Russie. Parler d'armement et de conflictualité en Ukraine nécessite aussi de s'appuyer sur quelques constats que je vous propose, et puis ensuite j'évoquerai les deux grandes idées que je voudrais déployer ce soir. Première question, est-ce que le droit international et les armes, c'est une relation naturelle ? Et est-ce que le droit international a la capacité de saisir les questions d'armement ou est-ce que ça constitue un élément du domaine réservé et du domaine qui est tellement attaché au cœur de la souveraineté que les normes internationales n'ont pas la capacité de pouvoir s'en saisir. Alors, cette question, elle a été posée de manière assez régulière. C'était même une question qui avait été soulevée par la Société française pour le droit international en 1980, au colloque annuel de la Société française. Et dans ce colloque, on trouve dans les introductions des intervenants à l'époque l'interrogation sur le fait de savoir si soumettre les armes au droit est ou non une gageure. Est-ce qu'on a vraiment la capacité, avec des normes, avec du droit, de contraindre des positions internationales qui, par nature, veulent se défaire de tout enfermement normatif qui pourrait amener à réduire les capacités d'intervention. Et ça fait 40 ans, 1980. De l'eau a coulé sous les ponts. La réflexion académique aussi a pas mal évolué. Et finalement, on s'est aperçu que si au démarrage, les normes internationales pouvaient éprouver un certain nombre de difficultés à capter des catégories d'armement, à empêcher les usages, à empêcher des transferts d'armement, eh bien, on a affermi des processus depuis 40 ans et on a installé la relation armes et droit comme étant une relation plus classique aujourd'hui. Et
On l'a travaillé ça avec Adrien dans un projet un peu antérieur, lorsqu'on s'est interrogé sur le devenir de l'arms control, c'est-à-dire toute l'architecture internationale qui est susceptible de saisir un certain nombre de dispositions et d'usages ou de transferts d'armement. Deuxième constat, le droit international des armes, aujourd'hui, doit s'envisager dans un contexte d'augmentation des tendances de dépenses militaires mondiales. Le conflit en Ukraine ne bouleverse pas ici cette tendance-là. Je trouve utile de le rappeler parce que pour avoir discuté un peu de la thématique avec des collègues avant de venir vous en parler ce soir, ce n'était pas forcément évident par rapport à ce qui était évoqué dans le cadre médiatique. On a une course aux armements qui ne date pas du mois de février, du 24 février. On est dans une tendance plus générale, et une tendance plus générale qui a été beaucoup documentée. Vous pouvez trouver l'analyse de la question de l'augmentation des dépenses militaires dans les travaux du CIPRI, notamment, l'Institut de Stockholm, qui produit tous les ans un annuaire et qui fait le point sur les tendances générales en matière de dépenses, mais aussi en matière de capacité des exportateurs, des importateurs et d'identification de qui sont ceux qui sont à l'initiative de ce type de mouvement. Quelques chiffres. Les dépenses militaires mondiales ont dépassé pour la première fois la barre des 2000 milliards de dollars américains en 2021. Donc on est à 2,1 000 milliards de dollars. Il y a trop de zéros, je suis incapable de vous dire exactement à quoi ça renvoie. Mais c'est un chiffre qui est parlant. Et rapporté à la France, on constate que la France a consacré l'équivalent de 1,9% de son PIB aux dépenses militaires en 2021. Et cette allocation de ressources était conforme à la loi de programmation militaire qui avait été adoptée pour la période 2019-2025. Donc on est dans quelque chose qui est assez cohérent, quelque chose qui est très installé. Et on a des dépenses militaires françaises qui atteignent environ 56,6 milliards de dollars en 2021, soit 1,5% de plus. On est dans une tendance à l'augmentation. Ces chiffres permettent de simplement placer un contexte. Le juriste ne les fera pas beaucoup plus parler. Dernier point de cette introduction, avant de voir précisément peut-être 2 points et pas prendre trop de temps pour qu'il puisse y avoir des échanges ensuite. Ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est 2 points précisément, parce que quand on discute de la question des armes et du conflit en Ukraine, à mon sens, on peut envisager 2 questions. La première, c'est les transferts et les flux d'armement qui vont ou ne vont pas vers l'Ukraine, vers la Fédération de Russie, et notamment les mesures restrictives de l'Union européenne. Et puis la deuxième question qu'on peut aussi envisager, c'est l'usage des armements. Et aller voir sur le terrain ce qui peut être qualifié d'illicite et lorsque ça ne peut pas être qualifié d'illicite, voir quelles sont les limites ou les questionnements que les utilisations des armes dans le conflit ukrainien peuvent soulever pour le droit international. Alors d'abord, s'agissant des flux d'armement, je pense que là, le juriste aime bien les plans en 2 parties, 2 sous-parties, je ne vais pas manquer à l'habitude. Il y a 2 points qu'on peut voir. C'est d'abord les flux à destination de la Fédération de Russie et ensuite les flux à destination de l'Ukraine. Parce que ce n'est pas la même façon de le traiter, c'est assez logique. Et on a là un vrai clivage qui s'est installé et qui montre la différence de traitement de la question par l'Union. D'abord, sur les flux à destination de la Fédération de Russie. De manière assez logique, on a un embargo qui a été renforcé au début de la crise. Je vais vous donner quelques outils du droit dérivé de l'Union européenne, si vous voulez aller les consulter ensuite. On a un embargo qui gèle les transferts d'armement à destination de la Fédération de Russie, importation, exportation. Donc on a mis un terme à ce type de mouvement. On a réactivé en fait une vieille mesure restrictive qui datait de 2014, un règlement qui avait été adopté le 31 juillet 2014, le règlement numéro 833-2014, qui prévoyait déjà des mesures et qui prévoyait déjà le gel de certains transferts d'armement à destination de la Fédération de Russie.
Il est intéressant cet embargo qui a été adopté en 2014 dans le contexte aussi de l'annexion de la Crimée. Il a été revu. Hein. Je crois que j'ai noté 12 modifications depuis 2014. Cette mesure restrictive n'est pas restée figée en juillet 2014. Il est intéressant cet acte parce qu'on voit qu'à l'époque, les États européens s'accordent pour ne plus exporter d'armement à destination de la Fédération de Russie, mais mettent en place ce qui est parfois qualifié de clause du grand-père, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher aux contrats qui ont été conclus avant l'adoption de la mesure restrictive. Et donc, on va continuer d'exécuter les contrats qui étaient prévus, ce qui fait qu'on va maintenir des autorisations d'exportation de matériel militaire après 2015, et notamment après le clivage majeur qui est né de l'annexion de la Crimée, parce qu'il y a un intérêt géostratégique, il y a un intérêt commercial évident à maintenir des échanges économiques avec la Fédération de Russie. Et ça a été plutôt bien mis en lumière par le média Disclose, dans une enquête qui est sortie au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, et qui a montré que la France a continué ses exportations d'armement à destination de la Russie après 2015, arguant de cette clause du grand-père et invoquant la possibilité que la France avait de pouvoir autoriser ces transferts qui n'étaient pas formellement interdits par la mesure restrictive. On va en discuter, ce n'est pas si évident quand même. Ce qu'on voit, alors avant de parler de la licéité de ces transferts-là, de voir vraiment à quoi ce que ça touche et ce que ça représente. Ce qu'on voit, c'est qu'après l'intervention russe du 24 février, on va retravailler sur cette mesure restrictive, on va adopter différents trains de sanctions, et dans un de ces trains de sanctions, on va toucher la question du commerce des armes, et là, on va complètement geler les exportations, et on va supprimer cette possibilité d'invoquer la clause du grand-père pour pouvoir exécuter encore des vieux contrats qui dataient du début de la deuxième décennie des années 2000. Et donc aujourd'hui, vous avez notamment l'article 2 bis du règlement que j'ai cité tout à l'heure, qui renvoie dans son annexe 7 à une interdiction complète d'exportation des matériels militaires tels qu'ils sont listés par l'Union européenne. On n'interdit pas formellement l'interdiction du commerce des armes à destination de l'Ukraine, à destination de la Fédération de Russie, pardon. On interdit les exportations de matériel qui sont déterminées par la liste. Et vous avez 30 pages de liste qui a pour objectif d'être la plus précise possible parce qu'il y a des enjeux douaniers évidents et il faut avoir une capacité d'intervention rapide si on est confronté à un risque de départ d'une cargaison d'armes qui pourrait passer sous les radars de ce qui était prévu à l'origine. Et très concrètement, quelles sont les interdictions d'armement qui sont prévues par cette liste? Eh bien, ce sont les canons, les bombes, les torpilles, les roquettes, les missiles, mais aussi les chars d'assaut et les véhicules blindés. Vous avez tout un ensemble de catégories, de sous-catégories, qui ont pour objectif de fixer avec le plus de précision possible les conditions de l'interdiction. Ça, c'est déterminé par cette mesure restrictive qui a été mise à jour après le conflit. Alors, est-ce que, quand Disclose révèle que la France a continué à exporter, est-ce que cela constitue une violation de l'embargo? C'est difficile à caractériser. Parce que cette clause antérieure qui permettait de pouvoir continuer à exécuter des contrats qui avaient été conclus avant 2015, elle demeure et elle permet de sauver tout un ensemble d'exportations. Néanmoins, on n'a pas une visibilité totale sur toutes les autorisations d'exportation de matériel de guerre qui ont été adoptées depuis 2015 par la commission interministérielle qui est en charge de ces questions. Et donc, il est difficile de faire un traçage très exhaustif des opérations de transfert qui ont pu se déployer depuis 2015. Donc, de prime abord, on peut considérer que les exportations qui trouvent leur origine dans des actes antérieurs à 2015 sont conformes à l'embargo, mais est-ce que toutes les exportations sont attachées à de vieux contrats? Ça, c'est difficile à caractériser. Par contre, ce qu'on peut interroger aussi, c'est la question de savoir si la continuité de ces contrats et les autorisations que les autorités françaises et le pouvoir exécutif a pu donner pour des licences d'exportation d'armement français vers la Fédération de Russie,
sont conformes au droit européen de manière générale. Parce que l'embargo, c'est une mesure restrictive, mais il y a dans le droit européen des dispositions qui viennent encadrer les transferts d'armement. Et notamment une vieille position commune de 2009, pas si vieille que ça d'ailleurs, la position 944-2009, si vous voulez aller voir, position commune qui s'attache à la politique européenne de sécurité commune. Et dans cette position commune de 2009, on a déterminé des critères que les États doivent analyser lorsqu'ils autorisent des exportations d'armement. Et parmi ces critères, on voit qu'il y a des sous-catégories, je vais vous donner 2 exemples, qui pourraient être en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain et qui auraient permis à la France de ne pas autoriser des exportations, quand bien même elles seraient appuyées sur des vieux contrats ou des contrats qui datent d'avant la mesure restrictive. Exemple de ces critères. Chaque État membre, ça c'est ce qui est prévu par la position commune, chaque État membre évalue au cas par cas, eu égard aux critères de l'article 2, les demandes d'autorisation d'exportation qui lui sont adressées. Je vous prends 2 exemples de critères qui, à mon sens, sont atteints à destination de la Fédération de Russie. Le 2e critère, c'est le respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale, donc la Fédération de Russie, et le respect du droit humanitaire international dans ce pays. Et le texte nous dit, après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, les États membres, petit c, refusent l'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à commettre des violations graves du droit humanitaire international. C'est déjà caractérisé ça, parce qu'on a déjà une connaissance assez documentée, assez précise de l'attitude de la Fédération de Russie dans le contexte du conflit en Syrie. Et on n'a pas la garantie que les dispositifs de ciblage qui peuvent être transférés et qui vont être installés sur des aéronefs de combat ou éventuellement des blindés ne vont pas être envoyés vers des théâtres de conflit où des violations du droit international humanitaire sont commises, ou bien où des partenaires qui sont aidés ou assistés par la Fédération de Russie vont avoir une attitude problématique à l'égard du DIH. Donc on aurait déjà pu en fait prohiber et ne pas autoriser les exportations du grand-père, entre guillemets. Autre critère, c'était le critère du DIH, mais un autre critère qui est encore plus marquant à mon sens, c'est le 4e critère, qui est relatif à la préservation de la paix, à la sécurité, à la stabilité régionale. Le texte nous dit que les États membres refusent l'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Pourquoi on a adopté des mesures restrictives en 2015 ? Parce qu'il y avait eu annexion d'un territoire. Et donc ici, on peut facilement, encore une fois, refuser une exportation d'armement vers un État, vers la Fédération de Russie, qui a fait l'objet d'une mesure restrictive, parce qu'on peut caractériser ici l'atteinte au critère numéro 4 si on autorise l'exportation de la technologie militaire qui est envisagée. Donc il existait en fait des moyens pour éviter ces exportations. La France a fait le choix de ne pas avoir une approche très attentive de l'application de la position commune. S'agissant maintenant des exportations à destination de l'Ukraine. Alors, pour ce type d'exportation, on constate que le Conseil de l'Union européenne a adopté 2 décisions au mois de février portant financement de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Et ce financement s'est effectué par la Facilité européenne pour la paix, c'est-à-dire un budget ad hoc spécifique qui est extra-budgétaire, qui est financé par des contributions étatiques volontaires et qui permet en fait de rembourser les États membres qui vont transférer des armements pour les forces ukrainiennes. Et donc là, il ne s'agit pas d'achat groupé de l'Union directement, mais simplement d'un financement qui va être accordé à l'État membre qui va le demander auprès du fonds qui est prévu pour couvrir les exportations qui auront été décidées. Alors,
Qu'est-ce que ça implique, ces exportations à destination de l'Ukraine? Première conséquence, la perte du statut d'État neutre pour ceux qui exportent des armements. Pourquoi? Puisque d'un point de vue du droit coutumier des conflits armés, la fourniture d'armes est incompatible avec le statut d'État neutre, ce qui signifie simplement que l'État n'aura pas la possibilité de poursuivre une requête en obtention d'une réparation pour des dommages collatéraux qui seraient subis en raison d'un bombardement qui aura été commis sur le territoire d'un des États partis au conflit. Donc on perd ce statut de neutralité. En revanche, cette perte de statut de neutralité ne signifie pas que les États qui ont transféré des armements deviennent partis au conflit, en vertu du droit international. Pourquoi? Tout simplement parce que le rapport de belligérance est attaché à la participation active dans le conflit, et elle est fixée par le droit international humanitaire, qui exige une activité directe et concrète dans le rapport de conflictualité. Qu'est-ce que la France, par exemple, a transféré? C'est ce que le président Macron évoquait encore cette semaine, pour évoquer l'augmentation du soutien militaire à la France. Des canons César, c'est-à-dire des canons qui ont une portée de 40 km, qui ont été beaucoup utilisés dans le contexte de la lutte contre l'État islamique, ou bien des missiles Milan, qui sont des missiles anti-chars à portée plus réduite, 2 km. Et au 22 avril, on avait envoyé pour environ 100 millions d'euros de matériel de guerre. Ces stocks qui ont été envoyés à l'Ukraine sont prélevés sur des stocks existants des armées. On n'a pas fait marcher l'industrie de la défense spécifiquement pour ça. Les analystes considèrent que l'industrie de la défense sera certainement sollicitée à l'horizon 2024-2025 pour reconstituer les stocks qui ont pu être utilisés. Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, évoquait cette semaine que l'aide de la France allait avoisiner environ les 2 milliards de dollars pour l'aide totale qui sera versée sur le plan militaire et humanitaire à l'Ukraine. Alors, très rapidement, parce que je fais 5 minutes. C'est bon. Ça va? C'est bon. Est-ce que ces transferts sont licites? Est-ce que ça pose une difficulté du point de vue du droit international? Le transfert d'armes, il est interdit en vertu du droit international lorsque l'État qui l'envisage a connaissance lors de l'autorisation de l'exportation, le transfert, que les armes qui sont transférées pouvaient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Ça, c'est le principe. On a une interdiction qui est vraiment circonscrite. Ici, on n'est pas dans ce contexte-là. Même si la Fédération de Russie a pu proposer un narratif différent sur le risque et la réalité alternative d'un génocide de la part des Ukrainiens, il est difficile à caractériser et en tout cas, on n'a pas connaissance de la réalité de ce type d'incrimination, ni même de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Donc la licéité de ces fournitures d'armes à l'Ukraine, par nature, elle peut être considérée comme licite. Pour caractériser cette licéité, il faut aussi se rattacher à la Charte des Nations Unies et analyser les transferts à la lumière de la Charte. Et là, en fait, il faut aller vers ce que nous disait l'Assemblée générale le 2 mars 2022, lorsqu'elle a caractérisé l'agression russe, puisque l'Assemblée générale, réagissant en raison de la carence du Conseil de sécurité à l'action de sécurité collective, a qualifié l'attitude de la Fédération de Russie d'agression et en conséquence a donné la capacité à l'Ukraine de se défendre et de faire droit à la légitime défense, puisque l'acte initial, le fait générateur de la légitime défense, c'est l'agression russe, et donc on a la possibilité de se défendre face à cette agression. Et le droit international n'engage pas la responsabilité de ceux qui assistent, ceux qui répondent à une agression. Et donc, on a un brevet de licéité internationale qui peut être affirmé et qui découle même du droit international de la responsabilité telle qu'elle a été construite par la CDI, puisqu'on ne peut pas engager la responsabilité d'un État qui vient assister un autre, qui a été victime du droit international, à la condition que l'acte qui est engagé par cet État ait pour fonction de faire cesser l'illicite.
Et là, les transferts d'armes qui sont produits visent plus ou moins cet objectif, puisqu'on essaye de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est ce qui était évoqué au tout début par le Conseil européen que je citais du 31 mai. La seule situation dans laquelle les transferts d'armes françaises vers l'Ukraine pourraient être illicites, c'est si la France ou les autres États membres de l'Union européenne avaient connaissance d'une volonté ukrainienne de renverser le régime de Moscou. Et on trouve des échos à ça dans ce que disent les États-Unis cette semaine. On transfère des armements, c'est ce que tu disais, Laura, on transfère des armements, le président Biden le disait, mais à condition que ces armements ne soient pas directement offensifs sur le territoire russe. Ça, c'est quelque chose qui a été réaffirmé. Alors, je ne sais pas si Biden voulait complètement se conformer à l'état du droit international lorsqu'il évoquait ça, mais en tout cas, il y a une forme ici de parallélisme entre ce qui peut être exigé et ce qui est exigé par les partenaires dans les transferts d'armes. Très rapidement sur les armes utilisées sur le terrain, mais très rapidement. On pourra en parler. Il y a eu des évocations d'utilisation d'armes au phosphore à Mariupol, donc armes au phosphore, c'est-à-dire armes chimiques, et le DIH, le droit international humanitaire, notamment dans le protocole additionnel numéro 1 aux conventions de Genève, et dans son article 35, prévoit que le choix des moyens de combat n'est pas illimité et qu'on ne doit pas utiliser des armes qui peuvent causer des maux superflus à la population ou des armes qui n'auraient pas la capacité de distinguer le civil du militaire. On parlera peut-être dans le débat tout à l'heure avec la question de l'arme nucléaire. L'article 35 du protocole additionnel établit un principe de limite et une modération qui doit s'installer dans le choix des outils de la conflictualité. Ça existe. Et parallèlement à ça, pour les armes chimiques, on a des conventions spécifiques qui ont été adoptées. La Convention de Paris de 1997 sur les armes chimiques qui prohibe la production, l'utilisation, qui impose la destruction des stocks d'armes chimiques, et la Fédération de Russie est partie à ça. Donc si les armes au phosphore ont été utilisées à Mariupol, il y aurait illicéité. Le problème qui se pose, c'est celui de l'établissement de l'illicite et des conséquences que l'on peut donner à la réalité de ce fait illicite. Je passe sur les mines antipersonnelles. Il y a aussi là un enjeu de distinction civile et militaire, et il y a des éléments qui semblent attester que des mines antipersonnelles ont pu être installées sur le terrain. Ce sont des rapports de Human Rights Watch. Dernière catégorie d'armement que je voulais évoquer, c'est les bombes à sous-munitions. Alors, les bombes à sous-munitions sont des bombes qui, au moment de leur explosion, vont libérer tout un ensemble soit d'explosifs, soit d'outils potentiellement létaux qui vont tomber en pluie sur une zone particulièrement étendue. Et ces bombes à sous-munitions, elles ont par nature un vrai problème à l'égard de cette interdiction de l'article 35 et cette interdiction des armements indiscriminés. Et il y a eu des constats qui ont été opérés sur le terrain de la conflictualité qui montraient qu'on avait trouvé des bombes à sous-munitions qui avaient été larguées, par exemple, dans la zone de loisirs de la ville d'Oktirkia. Et donc là, on voit que si ce type d'armement est employé, alors il y a là aussi un risque de licéité. La Fédération de Russie n'est pas partie à la Convention d'Oslo qui prohibe les bombes à sous-munitions, mais l'interdiction de l'article 35 a une vocation coutumière, donc on peut aller se baser sur d'autres sources du droit international pour caractériser l'illicite là aussi. Donc il y a des outils dans le droit international qui permettent d'empêcher et d'éviter le recours à ce type de dispositif. Et je terminerai, on pourra en discuter sur les usages des armements si vous voulez ensuite, par quelques mots de conclusion pour ne pas occulter trop le temps disponible, pour dire que les armes qui sont utilisées dans le contexte du conflit en Ukraine sont connues, mais leur transfert et leurs emplois ne sont pas toujours bien envisagés par le droit international. On le voit, il y a des angles morts, il y a des jeux d'exemption, d'exception qui peuvent venir complexifier la caractérisation de l'illicite.
Et ces angles morts vont avoir une efficacité encore plus grande en raison des défauts ou des garanties d'effectivité du droit international. Ça va renforcer les trous dans la raquette que l'on peut identifier lorsque l'on analyse un peu la façon dont ces comportements peuvent être confrontés au droit international. Et le panorama qu'on peut dresser du rapport entre armes et conflits en Ukraine révèle aussi beaucoup d'incohérences étatiques qui persistent par des transferts, par des violations, et qui ont des effets bélogènes très directs sur le conflit. Pourquoi ? Puisque les armements ne sont que rarement des biens qui disparaissent après leurs utilisations. Pourquoi ? Parce que les armes potentiellement peuvent demeurer auprès d'autres régimes. Les armements que l'on a pu transférer, par exemple, aux rebelles libyens se sont retrouvés dans l'extrême nord du Mali par des flux et des logiques d'armement de groupes armés non étatiques. Et surtout parce que les armements qui sont transférés laissent toujours une trace aussi dans les sociétés qui ont été traumatisées par les effets bélogènes des usages guerriers que ces armements vont pouvoir entraîner. Donc il n'y a pas ici de fatalité à devoir exporter des armements, ou en tout cas à devoir mal utiliser des armements. Je pense qu'il faut rappeler l'intérêt du droit et du droit international pour essayer d'éviter tout ça. Je vous remercie.